bienvenue sur Tendance économique, un magazine de reportage et d'analyse des enjeux de la croissance économique sur le continent africain. Un nouveau pas vient d'être effectué dans le cadre de la longue marche vers une intégration régionale économique en Afrique centrale, 12 ans après avoir préconisé la libre circulation des biens et des ressortissants de la CEMAC. Au moins 5 pays de la sous-région viennent de supprimer le visa d'entrée pour un délai de 90 jours. Cependant, la Commission économique des États d'Afrique centrale traverse une grave crise économique. Les programmes de réforme sous-régionaux et les ajustements structurels peinent à être mis en œuvre. À la veille d'un sommet extraordinaire des chefs d'État d'Afrique centrale convoqué à N'Djamena au Tchad, il se pose avec acuité la question de la diversification de l'économie et de la viabilisation budgétaire dans ce contexte de crise socio-économique. Pour analyser et décrypter cette situation, je reçois sur ce plateau un universitaire chercheur et économiste, le docteur Georges Mongori Edimo. Bonsoir. Bonsoir, Cédric. Vous avez suivi ces derniers mois une accélération du processus de finalisation de la libre circulation des ressortissants de la CEMAC dans au moins 5 pays, le Congo, le Tchad, la Guinée équatoriale, la Centrafrique. Comment vous analysez cette disposition que viennent de mettre en œuvre les États d'Afrique centrale? Ben, écoutez, c'est un progrès. Je pense que la CEMAC est la sous-région qui jusqu'ici était en retard par rapport à la mise en œuvre de la libre circulation des personnes dans la sous-région. La CEDEAO, elle est passée à ce point d'intégration depuis une dizaine d'années. Ça veut dire qu'à ce jour, on peut partir du Nigeria pour Abidjan, pour Dakar, etc. En fait, c'est effectif depuis plus de 5 ans. Donc, je pense que c'est un progrès, même comme il y a encore beaucoup de choses à faire, parce qu'en fait, c'est une chose de permettre la libre circulation des personnes, mais c'est une autre chose encore d'harmoniser les politiques publiques, notamment les politiques de l'emploi et surtout les politiques, même les codes de travail doivent être harmonisés. Nous y reviendrons au cours de cette émission, mais d'abord sur les enjeux économiques de cette libre circulation des personnes ressortissantes de la sous-région Afrique centrale. Cela faisait plus d'une douzaine d'années que les chefs d'État en parlaient et il a fallu attendre cette année 2017 pour que plusieurs notes circulaires soient signées à ce sujet avec la suppression du visa pour une période de 90 jours. Quels sont les enjeux économiques derrière une telle décision ? Naturellement, il y a des pôles de croissance qui vont s'ouvrir, notamment avec l'ouverture d'un corridor extrêmement important, qui est le corridor Yaoundé-Samelima, Ouezo-Brazzaville, et qui tombe jusqu'à Kinshasa, et qui va permettre naturellement de créer, d'exploiter des économies de réseau en termes d'infrastructures routières. Et je pense que c'est extrêmement important que les personnes et les marchandises aient l'opportunité cette fois de circuler de manière beaucoup plus libre tout au long et à l'intérieur de l'espace sous-régional. Mais il faut préciser que les échanges commerciaux intra-régionaux sont estimés à moins de 5% entre les pays de la sous-région Afrique centrale. Selon vous, cette faiblesse est-elle liée à l'insuffisance des projets infrastructurels intégrateurs dans la sous-région? Aussi, mais surtout c'est lié essentiellement à la faiblesse du stock d'infrastructures spatialement connectives. Vous savez, il y a 3-4 grands corridors de transit dans la sous-région, Douala-Bangui, Douala-N'Djamena, qui sont dans un état plus ou moins acceptable, mais de l'autre côté, l'axe Yaoundé en allant vers les pays de la CEAC, notamment le Congo, la Brazzaville, Congo-Kinshasa, n'était pas assuré avec la lenteur dans le bitumage de l'axe Yaoundé-Samelima, Samelima-Ouezo, Brazzaville. Donc, vous voyez, ça, c'est un axe vraiment structurant. Je pense que
sous peu, on sera au bout de la manœuvre et je peux comprendre qu'étant au bout de la manœuvre, on pense que désormais on puisse impulser une libre circulation. Alors on ne va pas assez vite dans la sous-région Afrique centrale pour mettre sur pied des projets intégrateurs, relier les différentes capitales de la sous-région Afrique centrale afin de fluidifier la circulation des biens et des personnes? Oui, je crois on affiche une certaine lenteur. Les seuls petits projets, moi je les appelle petits projets parce qu'ils sont peut-être rentables pour quelques petites villes, c'est les marchés transfrontaliers qu'on est en train de mettre en place, qui seront peut-être le point de départ de cette dynamique d'intégration sous-régionale. Mais dans d'autres cieux, ça se passe autrement. Il y a véritablement un projet intégrateur de type transport aérien. C'était d'ailleurs prévu également dans le cadre de la CEMAC. Il y avait RCMAC qui devait naître, voilà, un projet qui a été complètement enterré en raison de nombreuses difficultés rencontrées par les chefs d'État. Pourtant, au départ, ils avaient affiché une certaine volonté politique à mettre sur pied ce projet. Selon vous, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas trop bien, mais c'est tout simplement regrettable parce que, compte tenu du fait que le stock d'infrastructures routières et ferroviaires est suffisamment faible, il aurait été d'un bon ton d'exploiter le vecteur aérien. Et le vecteur aérien, vous savez, nos capitales sont très distancées l'une de l'autre et je pense que par voie d'avion, on pourrait plus rapidement densifier le volume des transactions commerciales. Donc, je pense tout simplement qu'il y a eu peut-être une faible volonté politique, mais j'espère tout de même que les compagnies nationales qui sont en train de mettre en place pourront prendre le relais et peut-être faire quelque chose de beaucoup plus rentable. Alors, Georges Mongori et Dimo, il faut préciser que cette libre circulation des biens et des personnes fait partie des 21 résolutions qui avaient été prises lors du sommet extraordinaire des chefs d'État d'Afrique centrale en décembre 2016 tenu à Yaoundé. 10 mois plus tard, la CEMAC commence-t-elle déjà à sortir de ce marasme économique dans lequel elle se trouve? Ben, écoutez, je ne sais pas comment vous répondre. Je sais une chose, c'est que jusqu'ici, la CEMAC s'est distinguée comme étant la sous-région la moins active, comme vous l'évoquiez précédemment, avec un volume de commerce intra-régional qui reste plus ou moins insignifiant, en deçà entre 3 et 4%. Ce qui est presque insuffisant, mais qui s'explique un tout petit peu, certainement par le sous-équipement dramatique en infrastructures routières et ferroviaires, et aussi dû au fait qu'en fait, il n'y a pas eu de projet véritablement intégrateur jusqu'ici entre ces différents pays. Alors, parmi ces résolutions qui avaient été prises à Yaoundé, il y a l'épineuse question du rééquilibrage maîtrisé des finances publiques et des politiques budgétaires. Pourquoi cette réforme, cette harmonisation des politiques budgétaires piétine en Afrique centrale? Ça ne pourrait pas aller plus vite. Vous savez ce qui se passe. Il y a eu un retournement de croissance, de tendance, autant pour moi, sur le marché de l'or noir, du pétrole. Depuis quelque temps, il y a une réduction drastique des prix pétroliers et vous savez, pas mal de pays de la sous-région sont peu diversifiés et continuent à dépendre massivement de l'exportation du pétrole. J'en ai pour exemple la Guinée équatoriale, pour qui le pétrole représente plus de 87% du PIB. Le Tchad, ça avoisine les 70%. Le Gabon, c'est autour de 60%. Vous voyez que c'est des économies extrêmement peu diversifiées. Et une fois que, naturellement, le cours du pétrole est divisé par 2 ou par 3, naturellement, ça se ressent. Aujourd'hui, malheureusement, on vit une sorte d'assèchement systématique des réserves de change dans la sous-région CEMAC. Et aujourd'hui, en fait, on est à 3 mois d'importation payable à ce moment ici dans la sous-région. Ça veut dire qu'il y a pas mal de pays qui, sous peu, ne pourront plus importer pour vivre, même pour s'alimenter. Donc, vous comprenez que il y a beaucoup de choses à faire, mais la visite du Fonds monétaire international, la toute récente
du directeur général adjoint, a indiqué les pistes que nous avons souvent évoquées ici, disant entre autres le train de vie de l'État est très élevé, la qualité de la dépense publique, mais surtout l'efficience de la dépense publique. Naturellement, on a souvent évoqué le saupoudrage dans la mise en œuvre des projets structurants, pas seulement au Cameroun, mais partout dans cette sous-région. On a tendance à observer une très faible capacité de coordination avec des processus de maturation des projets qui sont très faibles. Pour le compte du Cameroun, c'est bien de noter qu'il y a une sous-consommation incroyable des crédits accordés et ça remonte à des volumes inimaginables, près de 25% du PIB. Donc ça veut dire qu'il y a des problèmes sérieux de coordination jusqu'ici. Donc il faut à nouveau travailler, repenser la stratégie de mise en œuvre des projets, redéfinir les indicateurs, le tableau de suivi des indicateurs, etc., etc. Justement, ces programmes de redressement économique ont été mis en œuvre avec des pays d'Afrique centrale. Cependant, le directeur général adjoint du FMI, qui était en visite au Cameroun, a relevé qu'il y a des négociations qui tardent à se concrétiser avec certains pays d'Afrique centrale et que cette situation pourrait impacter sur la stratégie globale de sortie de crise. Qu'est-ce qui peut justifier ces retards dans les négociations avec la Guinée équatoriale, avec le Congo ou Brazzaville, selon les dernières informations que nous avons? Mais écoutez, c'est deux pays qui dépendent fortement de l'exportation de l'or noir, du pétrole. Vous pouvez imaginer que nous sommes dans un autre cas de figure. C'est tout à fait différent de ce que nous vivons au Cameroun, où l'économie est assez diversifiée comparativement à ce qu'on vit dans la sous-région. En Guinée équatoriale, j'aime toujours le dire, ça va à près de 90%, plus de 95% des recettes d'exportation viennent du pétrole. Donc vous pouvez imaginer qu'une fois que le cours du baril passe de 100 à 45 $ aujourd'hui, c'est des difficultés à n'en plus finir, qui expliquent d'ailleurs que depuis quelques années, la Guinée équatoriale, elle est dans une tendance négative de croissance. Alors, est-ce que les chefs d'État d'Afrique centrale ont le sentiment qu'il y a une interdépendance relative à cette crise? Parce que lorsque la Guinée équatoriale est fortement touchée, on l'a vu, le président de la République du Cameroun a dû inviter ses pairs pour les convaincre de rejoindre les programmes d'ajustement et de réformes mis en œuvre par le FMI. Aujourd'hui, est-ce que véritablement, après 10 mois déjà, on a le sentiment qu'on commence à apercevoir quelques signaux qui commencent à quitter du rouge pour migrer vers des signaux un peu plus verts? Pour le moment, on ne voit pas ça venir. J'aime bien le dire, le retournement de tendance sur le marché du pétrole n'est pas attendu avant 2020-2021. Ceci dit, je pense qu'on aura encore des années devant nous où la croissance dans la sous-région restera très faible, malheureusement. Cependant, nous pouvons croire que la mise en œuvre des projets structurants dans les différents pays, notamment l'accroissement des échanges intra-régionaux, la création déjà de ces marchés transfrontaliers et surtout l'ouverture des nouveaux corridors de transit et leur réhabilitation plus ou moins systématique pourrait donner un second souffle à l'activité économique. Mais tous ces projets ont été inscrits dans le cadre d'un programme économique régional qui devait faire de la CEMAC en 2025 un espace économique intégré, émergent, où règne la sécurité, la solidarité. C'est un programme qui avait été conçu autour de 2011 et dont le coût global était de 545 milliards de francs CFA. Quelle est votre évaluation à 10 ans, pratiquement, à quelques années, moins de 10 ans aujourd'hui de la fin de ce projet, espace CEMAC, horizon émergent
horizon 2025? Ben, on peut le comprendre. Au moment où ce projet se met en place, personne ne voyait venir la réduction massive et drastique des cours du pétrole. Donc c'est sur la base de projections extrêmement optimistes qu'on a pensé qu'en 2025, l'ensemble de l'espace CEMEC serait peut-être un espace émergent. Mais vous voyez la tendance d'évolution et la trajectoire des taux de croissance dans la sous-région, elle s'inscrit plutôt dans une dynamique baissière. Ceci dit, je ne pense pas qu'on devrait attendre grand-chose d'ici 2025. Comme dit, le retournement des tendances des cours des matières premières, et notamment celle du pétrole, n'est pas attendu avant 2021, avant que, naturellement, une masse critique pertinente du pétrole de schiste qui est vendu aujourd'hui par les Américains et bientôt par les Chinois soit suffisamment consommée. Alors, on a tendance à insister sur les chocs exogènes de cette crise économique et très peu on en parle de la question de la gouvernance dans les pays d'Afrique centrale. Et plusieurs fois, les experts du FMI ont tensé les différents gouvernements d'Afrique centrale sur cette épineuse question, celle d'une discipline budgétaire, celle des finances publiques qui doivent être gérées de façon transparente. Quel est votre diagnostic sur ce sujet? Oui, je pense que c'est l'épineux problème, pas seulement de la sous-région, mais en Afrique d'une manière générale, mais spécialement dans la sous-région. Je pense qu'on a indexé le volume de dépenses inefficiente dans la fonction publique. On a indexé la qualité, la mauvaise qualité de la dépense publique et surtout l'inefficience même de la dépense publique et la mauvaise coordination, comme je le disais aujourd'hui, parce que des projets structurants, parce qu'il faut toujours le dire, la croissance, le modèle de croissance camerounais, pour l'instant, est adossé sur les projets structurants qui doivent tirer le secteur privé et impulser une diversification économique, ce qui est très logique, ce qui est d'ailleurs très pertinent, mais allez donc voir. Pour le moment, on observe beaucoup de retard et des problèmes de sous-consommation surtout, des crédits accordés qui sont décaissés pourtant, mais qui ne sont pas utilisés. Ça veut dire que quelque part, au niveau de la planification stratégique et au niveau des plans d'opération et des tableaux de suivi des indicateurs, il y a des problèmes assez sérieux. Je pense qu'il faut revoir fortement la coordination stratégique des programmes de développement du pays. Alors, une autre problématique qui pourrait être inscrite à l'ordre du jour de ce sommet extraordinaire des chefs d'État d'Afrique centrale prévu en N'Djamena au Tchad, c'est l'accord de partenariat économique entre la sous-région et l'Union européenne. Le Cameroun a pris de l'avance et tout le monde n'est pas content, mais on ne voit pas vraiment les chefs d'État en parler de façon officielle. Mais les différents émissaires de la sous-région, bien sûr, s'étripent sur cette question-là. Comment est-ce que vous analysez la situation à présent? Ça fait la deuxième année de mise en œuvre de l'APE intérimaire au Cameroun. Écoutez, le Cameroun est très différent des autres pays. C'est un pays dont l'économie est essentiellement adossée sur le commerce des agrumes, du cacao et de tout le reste. Et donc, des pans entiers de l'économie nationale continuent à être alimentés par cette activité agricole et agroalimentaire. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que la signature même des APE a été essentiellement imposée par ce contexte qui autrement aurait imposé la suppression de dizaines de milliers d'emplois aussi bien dans le secteur de la banane, du côté de Pendia, que du côté de la CDC. En fait, donc, le Cameroun s'est trouvé en fait entre le macro et l'enclume. Que faire de ces dizaines et centaines de milliers de personnes qui ont quand même un emploi, même s'il n'est pas très décent, mais qui est assuré par l'activité justement de ces grandes plantations, si on ne s'ouvre pas
si on ne s'ouvre pas à l'Union européenne, aussitôt on est exposé à une vaste concurrence à laquelle on ne peut pas faire face, notamment dans le secteur de la banane, contre le Guatemala, qui est le numéro 1 depuis toujours, contre la Chili, contre le Pérou, qui sont très avancés en termes de ratio de production, ils sont beaucoup plus avancés. Donc notre secteur banane, pour rester sur le marché, doit être protégé parce qu'en fait, les APE créent en fait un espace économique plus ou moins protecteur pour notre agriculture. Donc, une agriculture qui reste essentiellement tournée vers l'exportation des matières premières sans une réelle transformation. Donc sans valeur ajoutée. Est-ce qu'il ne fallait pas mettre sur pied une autre stratégie tournée vers le côté manufacturier et vers l'agro-industrie avec le potentiel dont dispose le Cameroun et les besoins qui s'offrent dans la sous-région? Visiblement, ça, on y a pensé, on l'évoque, on parle dans les APE. Une des articulations principales, c'est le programme de mise à niveau des entreprises, notamment dans le secteur agricole, dans le secteur touristique, dans le secteur bois et dans un ou deux autres secteurs encore. Seulement, naturellement, entre ce qu'on veut et ce qu'on va faire, il y a souvent une différence. La vérité est que sur quelques 350 ou un peu plus d'entreprises qui doivent être recadrées, donc remises à niveau, il n'y a même pas une trentaine qui à ce moment sont traitées par cette commission qui a en charge d'impulser la mise à niveau des secteurs, des entreprises nationales. Mais naturellement, cette mise à niveau serait très importante parce que c'est elle seule qui pourrait nous permettre d'accéder aux chaînes de valeur industrielles. Donc, en fait, il s'agirait d'apprendre comment remonter la gamme dans la chaîne de valeur. Ça prend du temps, mais c'est important. Je pense que c'est un pas qui peut être important pour nous. Il faut entrer dans la chaîne de valeur. Ce n'est qu'en entrant dans les chaînes de valeur industrielles et agricoles internationales qu'on parvient à s'équiper de manière à aller sur des marchés plus vastes et plus concurrentiels que celui de la CEMAC. Donc je pense que c'est un outil qu'il faudrait plutôt bien utiliser, mais à ce qui semble, il faudrait au préalable, il aurait fallu aussi mobiliser un minimum de financement et visiblement la partie camerounaise n'aurait pas encore rassemblé les moyens qui permettraient à plus d'entreprises d'être coachées dans cette programmation de remise à niveau des entreprises camerounaises. Vous parlez de financement. Il faut noter qu'il y a 2 pays en Afrique centrale qui dépensent beaucoup d'argent pour faire face à un autre choc exogène, celui lié à la lutte contre l'insécurité transfrontalière qui pèse énormément sur l'économie à l'extrême nord du Cameroun, mais aussi au Tchad. Et là, la solidarité de la sous-région semble ne pas vraiment se faire ressentir. Alors que ce sommet doit se tenir à N'Djamena, quelles sont vos attentes pour davantage voir la communauté économique des États d'Afrique centrale décoller? Évidemment, l'effet conjugué de cette crise sécuritaire et de la réduction drastique des cours de pétrole constitue naturellement un défi énorme pour quelques pays, notamment le Cameroun et le Tchad. Nous osons juste espérer que la coopération internationale, que jusqu'ici a tout mis en place pour nous accompagner dans ces doubles défis, va continuer à nous appuyer parce qu'il s'agit, quoi qu'on dise, cette consommation inutile
d'argent impacte toujours négativement sur les taux de croissance et on le voit, on est passé de près de 6% à 5% et aujourd'hui on est autour de 4% de croissance, bien que l'économie mette en place des efforts de diversification, bien qu'il y ait tout un programme de rattrapage du sous-investissement dans les infrastructures, parce que vous le savez, depuis l'ajustement structurel, on avait un peu dormi, on n'avait plus mis en place ni des barrages, ni des autoroutes, ni des pénétrantes, pourtant des outils qui permettent aussi bien de réduire les coûts énergétiques et les coûts de transport, deux éléments qui sont essentiels pour accroître la compétitivité systémique d'une économie et améliorer son attractivité pour les investisseurs. Aujourd'hui, on essaye de le faire, mais malheureusement, le double défi sécuritaire et pétrolier reste pour nous une épreuve sérieuse. Nous espérons que par la grâce de Dieu, les choses pourront s'améliorer pour le Cameroun. Alors, docteur Georges Idimo, il y a ce rôle de leader dans la sous-région pour tirer la locomotive. Au-delà du potentiel naturel du Cameroun, avez-vous le sentiment que dans la CEMAC, il y a ce rôle de leadership qui est assuré pour permettre à la sous-région, à l'image de la sous-région Afrique de l'Ouest, que celle de l'Afrique centrale puisse aussi sortir du lot et sortir de cette crise? Naturellement, pour le moment, le Cameroun aurait dû jouer ce rôle, mais je n'ai pas l'impression que le pays a les coudées franches pour le faire dans le contexte actuel. Nous osons juste espérer que les années à venir, la mise en route des projets de deuxième génération, parce qu'il faut quand même le dire, les premiers projets vont quand même permettre de faciliter une certaine diversification économique. Nous osons espérer qu'on viendra à boucler ce premier programme et entamer le deuxième, parce qu'on ne le dit pas souvent, mais nous perdons comme ça gratuitement près de 2 points de pourcentage de croissance dû au fait que le déficit énergétique est important. Aujourd'hui, on est à près de 1600 MW de puissance installée en termes de déficit. Donc il faudrait naturellement identifier très rapidement et mettre en route de nouveaux barrages comme celui de Ouarak-Birni qui est déjà identifié, où les gens travaillent déjà, ou celui de Nakchigal. En fait, il faudrait, à mon avis, penser surtout à mettre en route aujourd'hui des barrages qui ont un volume important, comme celui de Menchum, de Numvuri, qui vont chercher jusqu'à 1500-2000 MW de puissance installée, pour qu'on en finisse une fois avec ces problèmes de déficit énergétique. Merci, docteur Georges Mongori Idimo. Je rappelle que vous êtes universitaire, chercheur et économiste. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle édition de Tendance économique.